on travaille fort, fort, fort à intégrer la théorie de Dabrowski avec la théorie qui est à l'origine, historiquement, entre autres, des modèles systémiques familiaux, qui est la théorie de Bowen. Pardon, c'était ma question suivante. En fait, je te donne comme ça. C'est bon, on est branché. Alors, j'ai 3 questions, je te donne les 3. La première, c'est comment tu rentres Dabrowski, que je trouve ce mec génial. Qu'est-ce que tu ramènes du THP, parce que c'est une grande partie de mon monde, du T jusqu'à plusieurs T au-dessus. Et puis la question des femmes dans ce monde-là. Oui. Et puis après, je te laisse tranquille. Mais ça change la vie dans l'éducation, ça change la vie en thérapie, ça change la vie dans la manière dont on intervient avec les gens. Soit on intervient avec les problèmes, soit on intervient avec les solutions. Et travailler avec des forces ou les approches orientées solutions, c'est leur dire qu'ils ont de l'intelligence. Ce que disait Bateson, que disait Milton Erickson, ils ont de l'intelligence. Si on dit aux gens qui sont cons, vraiment ils vont le devenir. Si on dit aux gens qui sont intelligents, ils vont le devenir. Mais évidemment, on leur vend pas des rêves et des trucs où on les arnaque. On part à partir de leur réalité sur lesquelles ils peuvent coélaborer des solutions à partir des forces qu'ils ont et à partir de leur point d'appui à eux. Donc je souscris des deux mains et des deux pieds. Pour moi, l'approche basée sur les solutions, là, moi aussi j'ai été formée, évidemment comme psychologue aussi scolaire, c'est très très concret, efficace, puis ça correspond très bien. Ça va dans le sens de l'approche basée sur les forces, effectivement. Mais tu vois, la petite nuance peut-être que moi j'ai avancé, j'ai changé peut-être un petit angle, je te dirais, avec le temps, c'est le niveau d'autonomie qu'on demande. Entre autres, quand j'entends, par exemple, il y a 2 petites choses que je trouve super intéressantes de voir qui restent dans ton langage, puis je me demande si c'est juste moi ou c'est propre à ta pratique ou à ce que vous vivez en France en général. Mais tu sais, que la société leur a mis ou que le cadre leur met ou qu'il y a comme explique-moi un peu cet aspect-là, comme si ils étaient victimes de quelque chose. Je veux juste comprendre bien cet aspect-là. Je te donne les champs scientifiques qui vont avec. Tu as un bouquin qui est très bien fait il a écrit Panorama des thérapies familiales. C'est un petit bouquin, Monil El-Kaïm. Il a été président de l'Association européenne des thérapeutes. Et on voit tous les champs de développement, post-structuraliste, post-moderniste, constructionniste. Et ça, c'est le champ du constructionnisme social. Moi, je suis formé en thérapie narrative avec Michael White qui a créé ça dans le monde. Et j'ai fait tous ces séminaires en France. Donc, c'est le champ du constructionnisme social avec Michael White et merde, j'ai perdu l'américain qui a travaillé là-dessus. En fait, c'est-à-dire que l'identité se collabore à partir des histoires qu'on se raconte de nous-mêmes. On est plutôt dans le champ du structuralisme. Le constructionnisme social ou constructivisme, mais je ne vais pas rentrer dans les nuances. C'est-à-dire que l'identité, à la fois l'histoire que je me raconte de moi, et à la fois l'histoire que les gens, la société, la télé, l'école me racontent de moi, parce que celle-ci a elle-même conditionné mes parents et mon environnement. Donc là, on a une collaboration de construction sociale avec une croyance que l'observateur ne ferait pas partie de l'observation, ce qui est une illusion absolument totale. Donc l'observateur fait partie de l'observation, le thérapeute comme en anthropologie ou en ethnologie, et un pas plus loin, mais tout ça, c'est très bien fait, son bouquin, il est en poche de Monil El-Kaïm. Mais je connais, oui, donc tu l'as à la fois avec Michael White sur le constructionnisme social, et Michael, il va plus loin, c'est-à-dire, par exemple, si on prend l'anorexie, tu vois, dans certaines croyances, l'anorexie, c'est la faute de la mère, tu vois, ça donne pas envie. Ou l'anorexie, c'est la fille qui va ou des parents où c'est son problème à elle à l'intérieur d'elle-même. Pour Michael White, beaucoup, et il travaillait à Adélaïde en Australie, l'anorexie, par exemple, c'est le contrôle social d'une personne sur elle-même au regard des mannequins que tu vois à la télé. C'est-à-dire que la télé, ce qu'on peut voir chez
Naomi Klein, par ailleurs, là je rentre dans le champ politique, c'est que la télé, mais elle est aussi faite pour ça, elle contrôle les croyances, elle contrôle les représentations, elle contrôle les gens, elle contrôle les écoles, elle contrôle les universités, lesquelles mêmes personnes se laissent contrôler parce qu'ils sont ignorants de l'effet que ce système politique produit sur eux. Donc c'est une thérapie politique, c'est de ça dont je parle. Alors peut-être que si on est, ce qui serait mes questions d'après, un peu plus THP au-dessus, on peut s'exonérer c'est-à-dire comprendre les impacts psychopolitiques sur les gens. Mais le champ de la thérapie, c'est aussi l'idée qu'on se fait de qu'est-ce que serait mon identité, de vouloir prendre une place qui n'existe pas, ou d'attendre qu'on nous la mette, ou de trouver une place qui n'existe pas non plus. Il y a quelque chose de ce que la société a infusé dans le corps social, éducationnel et donc familial. C'est de ça dont je parle, si je réponds à je voulais question. être sûre que je comprenais bien avant de... Puis écoute, je ne sais pas si tu as eu la chance cette année, parce que je sais que c'est arrivé que tu as pu écouter les conférences scientifiques annuelles parfois. Je ne sais pas si cette année, tu as déjà eu la chance. Je voulais les écouter, mais je n'ai pas eu le temps. Pas de problème. Si tu savais, j'ai très hâte que tu écoutes la journée 3, entre autres, parce qu'on travaille fort, fort, fort à intégrer la théorie de Dabrowski avec la théorie qui est à l'origine, historiquement, entre autres, des modèles systémiques familiaux, qui est la théorie de Bowen. Pardon, c'était ma question suivante. En fait, je te donne les comme ça. C'est bon, on est branché. Alors, j'ai 3 questions, je te donne les 3. La première, c'est comment tu rentres Dabrowski, que je trouve ce mec génial. Qu'est-ce que tu ramènes du THP, parce que c'est une grande partie de mon monde, du T jusqu'à plusieurs T au-dessus. Et puis, la question des femmes dans ce monde-là. Et puis après, je te laisse tranquille. Ah, ça fait ça. Tu sais, c'est beaucoup de... Effectivement, écoute, là, il y a trop d'idées en même temps dans ma tête, évidemment. Parce que désolé. Quand on... Non, excuse-toi pas, c'est assez typique. Mais quand tu parles moi, j'entends la pression du nous, du togetherness en anglais. C'est qui vient c'est la force qui nous écrase un peu beaucoup passionnément quand on a une force du je qui est plus grande, okay, puis qui veut se développer, qui veut se différencier. On avait un gros problème, un grave problème pour Dabrowski. Moi, écoute, ça fait plus de 20 ans que je lis sur Dabrowski, que je travaille mon intégration, ma compréhension de la théorie de Dabrowski au-delà de l'homme, je te dirais, parce que c'est complexe comme théorie, c'est pas accessible facilement à approfondir pour plein de raisons qu'on peut approfondir, mais je ne le ferai pas nécessairement là, mais c'est la théorie qui permet vraiment de comprendre comment, donc le processus, le mécanisme, comment une personne avec un potentiel de développement plus grand, plus élevé, peut se développer, peut atteindre, peut achever, construire son identité unique et idéale, pas idéalisée, pas parfaite, idéale à elle. Okay? Et c'est comment c'est les gens qui ont un potentiel qui est plus rare. Donc, c'est pas une théorie qui explique le fonctionnement, qui vise en fait à expliquer le fonctionnement de la norme de la plupart des gens, comme par exemple la théorie d'Erikson, la théorie de Piaget, plein d'autres théories comme ça, même si ça l'explique par défaut parce qu'ils sont là, mais c'est une théorie qui vise à expliquer comment certaines personnes vont construire leur identité. Potentiel de développement n'est pas un synonyme de potentiel intellectuel. Ce sont des corrélats, donc ils ont tendance à bouger, oui, ensemble, mais ce ne sont pas des synonymes. Et donc, ça fait plus de 20 ans que je travaille seul, dans moi, à faire ça, parce que tu vois, ça fait sens avec ce qu'on disait plus tôt, c'est que moi, dans ma trajectoire à moi, j'ai fait plein de choses pour moi, pour ma clientèle, alors qu'on était dans cette période de noirceur au Québec. Hein? Et quand ça s'est réouvert, moi, j'étais déjà prête
j'avais déjà mon équipe interdisciplinaire, j'étais déjà prête à contribuer, à ce qu'on revienne dans la lumière des connaissances scientifiques. Et entre autres, Dabrowski, c'est quelque chose qu'on a toujours profondément investi, particulièrement dans les 5 dernières années, parce que là, j'ai toute l'équipe interprofessionnelle avec laquelle je peux construire, être seule avec soi-même. Des fois, on a besoin d'aide pour construire plein de choses. Et j'avais vraiment un bug majeur avec la conception de la famille qu'on apprend, nous, à l'école et dans notre vie qu'on pratique. C'est-à-dire que c'est une conception qui est constructiviste et systémique, bien sûr, mais il y a une histoire de ça, finalement, des histoires, des systèmes familiaux, de la façon qu'on conçoit la famille. Et aujourd'hui, c'est une conception qui est construite, je te dirais, sur plein de choses. Donc, c'est comme ça, on a pris des ingrédients d'un, des ingrédients de l'autre. Puis là, on a créé une façon qui est assez générique de travailler auprès des familles. Donc, on va prendre des concepts d'un, des concepts d'une autre école, des concepts, puis on a pris des choses. Puis nous, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas avec notre clientèle. On n'arrive pas à appliquer Dabrowski à la famille parce que, dans le fond, aujourd'hui, c'est comme si on nous dit que la famille, c'est une addition d'individus. Et donc, on va analyser les dyades, par exemple, mère-fille. La plupart des dyades mère-fille, quand c'est une fille unique, pas ressemble à de vrais... Bon. Mais là, nous, je vous ai déjà dit, là, on est dans l'hétérogénéité, la complexité. Et là, on essaye d'analyser de la complexité unique dans la... Bref, ça ne fonctionnait pas. Parce qu'appliquer Dabrowski à chaque individu pour essayer de comprendre le tout qui devrait être aussi différent, puis ça devenait cacophonique et non, ça marchait pas. Donc, on n'avait pas la théorie qui nous permet de travailler avec notre clientèle. Et il y a à peu près un an et demi, 2 ans, je me suis tannée avec ma gang, je ne suis pas toute seule, le premier. Là, bon. Et j'ai dit, là, je suis tannée, on n'y arrive pas. Il nous manque quelque chose. Et là, j'ai une de mes collègues, merveilleuse collègue, psychologue, qui travaille auprès des familles, qui dit, je pense que j'ai une idée. Elle dit, il y a une théorie que j'aime beaucoup, qui est en fait la théorie fondatrice de la théorie qu'on utilise aujourd'hui. J'essaie de faire ça court, mais c'est la théorie de Bowen, donc B-O-W-E-N, qui est à l'origine... Pardon? Tu as parlé trop vite. B-O comment? B-O-W-E-N, donc Bowen, qui est une école qui est vraiment à l'origine des théories de la famille d'aujourd'hui. Et là, elle dit, OK, je vais aller me former, me spécialiser je vais aller chercher cette théorie-là, puis on va l'extraire de la soupe théorique avec laquelle on a été éduqué à l'école. Bref. Et donc, il a fallu qu'elle aille aux États-Unis. Il a fallu qu'elle aille chercher des cours universitaires, de la supervision spécialisée en anglais aux États-Unis. Bref, ça fait 1 an et demi qu'elle est une journée semaine dédiée à ça. Et enfin, grâce à ça, cette année, on a fait des pas de géant sur notre intégration de Dabrowski, parce qu'on s'est rendu compte qu'en cours de route, là, dans les années, il y a comme une distorsion, Fabrice. À l'origine, Bowen, ce qu'il dit, c'est pas que la famille, c'est une addition d'individus qui devient un tout différent. Non. Il dit la famille, c'est un tout dans lequel chacun des individus vont pouvoir plus ou moins se différencier dans leur soi et devenir de plus en plus eux-mêmes. Donc, c'est comme un aquarium dans lequel on est là ensemble, puis si un poisson jette des choses dans l'eau, toutes les autres le vivent et l'absorbent. Et donc, le groupe n'est pas juste l'addition d'individus, puis il ne vient pas après. Il est à l'origine, c'est l'étape 1. Donc, bien sûr. Oui, les gens qui sont formés en socio-constructivisme, d'habitude, ça sonne logique. Okay? Mais, ça sonne logique, c'est pour ça que, pardon, moi ça me paraît évident. Quand un enfant est malade dans une famille, très souvent c'est la famille qui est malade, c'est pas l'enfant. C'est-à-dire que c'est pas l'enfant qu'il faut soigner, c'est la famille. Les enfants font symptômes de la famille. Les enfants atypiques ont une posture de parentalisation.
ils font symptôme de la famille. Ils vont essayer de réparer la famille, quitte à en mourir d'une manière ou d'une autre, ou quitte à faire mourir une partie d'eux-mêmes. Évidemment que c'est un système préconfiguré pour moi, et que les éléments c'est de la systémique organique. C'est Varela, Maturana, pour ceux qui ont travaillé là-dessus, Fritjof Capra pour donner des références biblio. Fritjof Capra, La toile de la vie. Je ne sais pas si tu connais ce livre. En fait, c'est pas moi l'experte de cette approche-là non plus dans l'équipe, hein. Mais nous, on voyait sensiblement le monde, je pense, familial, un peu comme toi. Puis, on faisait face à des tonnes d'obstacles. Exemple, l'enfant arrive, nous aussi, on est capable de voir l'enfant symptomatique de la famille, mais pour travailler, ce qu'on a appris, c'est de regarder, mais il est le symptôme de quoi? Et là, on va aller analyser, par exemple, la dyade père-mère avec l'autre enfant. Et là, on va essayer de cibler dans le groupe où on va aller travailler. C'est cette approche-là qui ne fonctionnait pas. Donc, ouais. Alors, au lieu de faire ça, on voit la famille comme un tout, comme un aquarium, point. Puis une autre image que je trouve importante, c'est comme si dans le fond de l'eau, il y a plus de pression. Hein. C'est plus dur on n'est pas libre. Il y a la pression du fond de l'océan qui est comme de l'aquarium ou de l'océan, bref, qui est comme la pression ou la force du nous, du groupe, justement. Indépendamment de tous les individus. Mais en quoi c'est pas la même chose, Marianne? Ben, écoute, moi, je vois pas de différence dans les deux choses dont tu me parles. Je vais essayer de l'expliquer. Si j'y arrive pas, promis, dans les conférences scientifiques cette année, la journée du vendredi Fabrice, j'ai très hâte que tu l'écoutes parce que c'est ça, nos conférences scientifiques, c'est notre spectacle de fin d'année. Au CIDDT, c'est toujours extrêmement différent parce que ça dépend du développement professionnel qu'on a fait durant l'année. Et évidemment, cette année, ça représente bien ce qu'on a fait, c'est-à-dire que le vendredi matin, c'est moi qui donne sur le soi et la façon dont je suis en train de changer l'intégration de Dabrowski. Et l'après-midi, c'est Mélanie, ma collègue Mélanie Laberge, qui donne sur la théorie de Bowen. Et imagine-toi là, comment on est tellement chanceux parce qu'on est encore une clinique privée. En passant, ça veut dire que quand nos professionnels ne sont pas en présence d'un client, ils ne sont pas payés. Et pourtant, l'année prochaine, donc 2024-2025, on va être 19 des professionnels en présentiel au bureau les jeudis après-midi au complet, de 12h30 à 3h30, toutes les 2 semaines, toute l'année, pour se co-développer ensemble sur Dabrowski. Fait que les conférences scientifiques l'année prochaine, ça devrait être le fun. J'ai une équipe, Fabrice, exceptionnelle. Imagine, moi, je les aime, je sais que je les aime, là. Bon, évidemment que je les aime, mais l'engagement que ça demande quand tu es au privé, c'est assez fou, là. On est en train de transformer le CIDDT en organisme à but non lucratif. On a commencé aussi ce processus-là qui a toujours été dans le but, mais il fallait commencer au privé parce que c'est comme ça. Bon. Et là, on est en train de le faire, mais on est encore dans un modèle de travailleur autonome, imagine. Puis les gens viennent finalement sans clients, ne sont pas payés aux 2 semaines en présentiel. En plus, il faut se déplacer, pour intégrer Dabrowski, tellement c'est important. Fait que, tu sais, j'y tiens, c'est pas encore intégré comme je le veux. Dans le sens que Dabrowski, moi, je le maîtrise très, très, très bien. Et Bowen, c'est comme la tomate dans la sauce à spaghetti, je te dirais. Celle qui la maîtrise le mieux, c'est Mélanie Laberge. On est en train de faire ce travail-là. Je peux te parler de mon expérience clinique à moi, le pourquoi on est en train de le comprendre encore. Parce qu'on ne le comprenait pas avant, pourquoi l'approche que tu nommes, qui est tellement logique quand tu y penses, tu as un enfant symptôme, ben tu vas chercher symptômes de quoi, puis tu vas traiter dans le tout qu'est la famille,
la cause de. Puis nous, ça ne fonctionnait pas. Et on savait pas pourquoi, Fabrice, on savait pas pourquoi, c'était le problème qu'on avait. Pardon, tu me parles du problème. En fait, moi, c'est la solution qui m'intéresse. C'est qu'est-ce que vous avez fait qui marche versus ce qui marchait pas. Oui. Ce qui marche, c'est d'avoir changé notre façon de voir, de concevoir la famille. C'est-à-dire qu'au lieu de chercher le problème, la cause et faire un plan d'intervention, on voit la famille comme un tout. On ne cherche pas la cause, le symptôme, comme un tout. Et on regarde le niveau de différenciation du soi de chaque individu à l'intérieur de cette famille-là. Et on va les aider à prendre conscience, finalement, de toutes plein de choses qui sont transmises intergénérationnellement. Je te donne un exemple plus concret. Je vais utiliser les métaphores qu'on est en train de développer. Peut-être que ça va être plus clair. Je peux te poser une question sur ce que je pense avoir compris? Oui, vas-y. Ben oui. Est-ce que ça veut dire que, là, j'ai fait un retour rapide, vous faites une déstigmatisation du problème qui voudrait dire qu'en fait, le problème est la solution, le problème n'est pas le problème, ce qui est aussi de l'orientation, ce qu'on dit d'orientation-solution, le problème est la solution, donc si c'est la solution, il y a tout le système à faire grandir en même temps, et il n'y a plus personne à stigmatiser. Écoute, à la base, oui, totalement, c'est la philosophie de fond. Une des métaphores que j'aime beaucoup que Mélanie nous donne, c'est comme si on est une famille de 4, 2 adultes, 2 enfants. C'est comme si on cassait 4 œufs à la poêle, dans lequel, le jaune, c'est comme le soi, c'est qui tu es toi tu es un jaune, puis on aimerait beaucoup que le jaune d'œuf soit le plus défini possible, que ça soit vraiment jaune, et il y a une différence avec le blanc, et on aimerait bien ça. Et là, il y a le blanc autour qui sert comme à s'adapter plus proche, plus loin, mais notre jaune, ça reste notre vrai nous, là, ça reste notre soi à nous. Et là, il y a des familles, beaucoup de familles, dans lesquelles c'est comme des œufs brouillés. La pression du nous, c'est que tu ne sais plus qui est quoi. Et en plus, Bowen est assez clair sur le fait que dans le jaune et le blanc, il y a du jaune de notre mère, notre grand-mère, notre grand-père. On traîne des dynamiques, des patterns, des intergénérationnels. Ce qui est plus difficile l'importance de ça est plus difficile à bien cerner dans la façon dont aujourd'hui on présente parfois la famille. On est plus sur le ici maintenant et qu'est-ce qu'on fait, ce que tu connais bien, là, évidemment. Donc, là, de le voir comme ça, c'est qu'on va venir regarder avec les gens l'omelette dans lequel l'enfant symptôme est, bien sûr, mais au lieu d'aller essayer de trouver non, on regarde l'omelette ensemble, puis on offre un environnement dans lequel ils vont pouvoir départager tranquillement le jaune qui est acquis, ce qui est à ma grand-mère, ou à des traumas passés de famille ou présents, peu importe. Puis là, on va aller défaire un peu ça avec eux, puis ils vont aller faire, oui, un beau ménage. Donc, on va différencier le soi. Et finalement, c'est de libérer un peu, d'enlever la pression du nous, de l'omelette, parce qu'essaye, toi, de devenir toi-même, de développer ton plein potentiel, ton identité, ton je, quand tu es pogné dans une omelette. Tu peux pas prendre même des œufs brouillés puis en tirer un jaune, un œuf à la poêle, je dis peux pas. Et donc, il faut départager tout ça pour enlever un peu de pression du nous, pour permettre au je, à la force du je, de s'élever, de se développer dans le sens de la théorie de Dabrowski. C'est comme si, en ayant cette vision-là et en travaillant, entre autres à l'aide de génogrammes, à l'aide de coaching familial. Encore une fois, on n'est plus dans la pathologisation, tu l'as tellement bien nommé. OK, ça ne va pas à la maison, OK, il y a une problématique, OK, mais on ne va pas chercher, comme dans un modèle médical, la cause du symptôme qu'on va essayer de traiter. On a arrêté de faire ça. On est vraiment dans une approche de coaching familial où on va favoriser un aquarium familial qui est le plus propice à
à la fois le nous, à la cohésion, le bien-être de tout le monde. Il faut que l'aquarium soit optimal pour tout le monde, mais pour tout le monde. Pas juste pour l'enfant symptôme, pour ses parents, pour l'autre enfant qu'on parle pas, hein, qui va finir par être symptôme 5 ans plus tard. Pour tout le monde, on travaille à la source. Et en faisant ça, moi, c'est comme l'ingrédient qui manquait, la façon, encore une fois, la théorie qui nous permet vraiment d'arrimer à la pratique de la meilleure des façons possibles. C'est vraiment celle-là. Fait que là, on est là-dedans, on est en train d'intégrer ça, ce coaching familial-là, avec l'aide de ma collègue. Ouais, c'est assez exceptionnel le travail que ça permet, là. Il y a des familles qu'on soutient depuis des années, puis qui vivent des difficultés, qui là, on arrive enfin à quelque chose parce qu'on a trouvé la théorie, l'ingrédient, le bon ingrédient de la sauce à spaghetti ou de la recette qui est Dabrowski. C'est l'ingrédient c'est la théorie qui nous permet de s'élever, de sortir de la pression d'un niveau 1 social, là, facteur 2 pour ceux qui connaissent un peu Dabrowski, à quelque chose de plus soi, le vrai soi à l'intérieur de ça, de le construire. Est-ce que vous travaillez... pardon, je t'ouvre des fenêtres. C'est une catastrophe. J'ai une usine à fenêtres. Est-ce que vous travaillez sur les structures de langage, comme le fait la thérapie narrative, qui sont des espaces de libération? Écoute, je ne sais pas comment tu fais pour constamment ouvrir les bonnes portes. Tout est ouvert. Fascinant. Okay? C'est fascinant. Pour la petite histoire, rapidement, ça fait des années. En fait, depuis le tout début de mon équipe interprofessionnelle idéale, inclut une orthophoniste. Maintenant, ça prenait la bonne orthophoniste pour être extrêmement théorique avec moi et nous pour développer tout ça. Voici, je vais mourir avant de faire tout ce que je veux continuer à apprendre, mais j'aurais voulu ce que disait Michael White. J'ai fait tous ces séminaires en France. Il disait si j'avais pu, j'aurais travaillé sur la mémoire, c'est-à-dire les mémoires, les structures de mémoire. Et moi, c'est sur le langage. Alors, je passe mon temps à étudier des millions de choses, mais le langage, c'est passionnant. Enfin, moi, je travaille beaucoup en thérapie narrative et sur les structures de langage. Tu vois, lui, il travaillait sur les déconstructionnistes français, Deleuze, Derrida, Michel Foucault, Michel Serres aussi. C'est-à-dire ce que disait c'est Derrida, le langage porte en lui sa déconstruction. Moi, quand quelqu'un parle, je vois la déconstruction de ce qu'il dit, tout ce qu'il dit pas dans ce qu'il dit. Écoute, puis quand tu parles de déconstruction ou de structure, juste ça, c'est si on pense. Puis, tu sais quoi, Fabrice, c'est sûr que là, on dirait que depuis déjà un moment, j'aurais très envie d'avoir un peu plus de temps pour parler de Dabrowski. On dirait qu'il y a quelque chose, je pense, de tout ce que tu amènes là, depuis la dernière heure au moins, là, je me sens limitée parce qu'on n'a pas d'abord peut-être approfondi Dabrowski. Tu sais, n'hésite pas éventuellement quand si tu écoutes la journée des conférences scientifiques, ça serait intéressant de peut-être avoir un autre moment ensemble où on parle vraiment de Dabrowski puis de la façon dont on l'intègre, parce que ma réponse serait beaucoup plus efficace, je pense, pour les gens, pour toi, si on avait d'abord parlé de Dabrowski. Parce qu'entre autres, nous, l'intégration au niveau du langage, on la voit de différentes perspectives, mais si on parle d'un point de vue plus psychologique, coaching développemental, ou plutôt que double exceptionnalité et diagnostic et problématique, je te dirais que, évidemment, dans la théorie de Dabrowski, il y a des structures ou des organisations mentales, donc intérieures, dans le soi qu'on a créé, qu'on a pu créer, qui nous ont été mis dans nous, dans la socialisation en bas âge, ce ne sont pas de notre faute. Hein? C'est très sain d'ailleurs. Mon Dieu, tes parents te socialisent en te disant s'il y a un ours, sauve-toi. OK, une chance.
très efficace socialement. Bon, maintenant, il y en a des plus complexes que ça. Par exemple, si on est socialisé en bas âge avec un parent anxieux, ben on va intégrer peut-être un schéma, une structure qui va nous dire le monde est dangereux, par exemple. Puis là, nous, on part à l'âge adulte avec ça et on est plus propice à voir le monde comme étant dangereux. Bon. Bien sûr que tout ça s'inscrit dans un langage parce que le langage, c'est la façon de s'exprimer, le soi, exprimer le soi à l'autre, mais aussi à soi-même. Son discours intérieur, comment on se parle à soi-même, ça construit qui on est aussi. Incluant les voix qu'on entend. On n'est pas fou, on a des voix dans notre tête qui viennent de notre mère, des fois de notre père ou de la société. On peut aussi entendre le monologue d'Emmanuel Macron, des fois qui sort dans notre tête, ou qui, bref. Donc, il y a plein de choses comme ça qui se passent et l'humain est très langagé. On a des images aussi, là, bien sûr, on a une représentation imagée, tout ça, mais le langage interne et le langage oral, donc exprimé, c'est le cœur de ce qui nous permet de nous développer selon la théorie de Dabrowski. Donc, on part de schéma, structure, socialisation, schéma sur soi, sur l'autre, sur le monde, sur tout ça. On part de ça. Et là, dans la théorie de Dabrowski, ben, il faut en désintégrer plusieurs, souvent, pour réintégrer des organisations mentales qui sont de plus haut niveau. La théorie de Dabrowski est très hiérarchique, comme le développement humain. D'ailleurs, c'est pas mal la hiérarchie. Ça veut pas dire, c'est pas un synonyme d'autorité et bref, d'écraser l'autre. Non, non, non. L'humain est hiérarchique. Donc, on commence par respirer, puis après ça, on va ramper, puis après ça, on va marcher, puis après ça, on va courir. Bon, c'est comme ça. On se développe de fonctions de plus bas niveau vers des fonctions de plus haut niveau, incluant au niveau du raisonnement, incluant plein de choses comme ça. Donc, on commence par avoir des amis, des amoureux, puis devenir parents. Tu sais, c'est comme ça. Mais c'est comme ça aussi au niveau des organisations mentales. Et mais comment toute la nature est hiérarchique. En ingénierie pédagogique, ça s'appelle la taxonomie. Enfin, pédagogique ou andragogique pour les puristes, parce que c'est un de mes métiers aussi. Et la taxonomie, c'est une progression de complexité dans un certain ordre. Et donc, Dabrowski avait effectivement lui aussi conclu cela. Et donc, sa théorie est très hiérarchique et l'objectif, c'est de passer d'un développement qui est de plus bas niveau vers un développement qui est de plus haut niveau. Donc, on va déconstruire, donc désintégrer des structures mentales automatiques qui sont de plus bas niveau vers, on va construire intentionnellement, des structures mentales. Donc, on va les réintégrer en façon de voir, de concevoir, qui sont de plus haut niveau, c'est-à-dire qui sont plus vraiment soi. On dit truly me, comme qui sont de plus en plus le vrai soi. Et à l'intérieur de tout ce processus-là, bien sûr qu'il y a toutes les structures langagières sont au cœur de comment on éduque, comment on est éduqué, comment on se parle, bref, donc oui, on travaille énormément sur le langage et notre orthophoniste merveilleuse, exceptionnelle qui est là depuis la dernière année et demie. Je veux dire, ça m'a pris des années de trouver la bonne orthophoniste pour nous. Alors, on l'a. Et là, déjà, elle est dans un domaine qui est presque absent de l'orthophonie ici, en tout cas, ce qui est assez fascinant pour moi, c'est elle est dans le langage interne. Comment on développe un langage interne, comment on l'utilise, comment on l'entraîne. Et donc, on est vraiment là-dedans. Là, tu rentres dans notre bulle de l'année prochaine et dans le plaisir profond de travailler avec une orthophoniste qui est aussi ferrée en théorie et aussi curieuse et aussi innovante. Et donc, oui, pour moi, ça va profondément dans le sens de la théorie de Dabrowski et à être évidemment plus conscient de nos propres schémas cognitifs et langagiers. Sur mon LinkedIn, j'ai publié justement récemment, je pense, des images
de schémas cognitifs et représentations mentales et langage interne, parce qu'on est vraiment là-dedans, là, comment se défaire de, mais il faut comprendre comment ça fonctionne. Fait que je t'avoue que j'ai très hâte que tu écoutes les conférences puis qu'on s'en reparle de ce sujet-là. Je pense que ça serait très intéressant de l'approfondir. Ouais. Je vais essayer de pas trop t'ouvrir de fenêtres en même temps. J'ai 50 fenêtres qui sont ouvertes. Si tu veux, mon problème, c'est pas ce que je dis, c'est ce que je dis pas. Mais je vais essayer de faire attention. Oui, il y a qu'est-ce que tu ramènes de THP, mais je vais quand même ouvrir une bulle, une bulle avec le THP. Ce que je vois ou ce que j'essaie d'expliquer pour THP au-delà, moi j'ai plein de gens au-delà de 160, au-delà des tests, où j'explique parce qu'ils sont bloqués. Tu sais, c'est des enfants qui parlent plus, qui veulent plus répondre, qui disent oui, oui, non, non, je sais pas, je suis pas au courant. C'est-à-dire que le langage de la pensée n'est pas le langage de la parole et n'est pas le langage des mains. C'est-à-dire que ça communique pas bien et puis je pense que ce sont pas les mêmes parties de cerveau par ailleurs. Pour que les gens comprennent que un HPI ou surtout THPI au-delà, c'est qu'il y a un tel inaccessibilité ou incommunicabilité de l'univers dans lequel on se trouve. C'est d'ailleurs donc on n'a pas forcément envie de quitter, mais qui va poser des problèmes pour les gens qui font des doctorats, qui font des études, qui font des masters ou qui essaient de communiquer dans les organisations. C'est-à-dire qu'ils sont obligés de dégrader leur intelligence pour essayer de causer à des gens qui comprennent pas, mais qui le font pas exprès, de manière intelligible, mais les mots n'ont plus le même sens. Et là, je parle du monde au-delà de THP que je connais plutôt très bien. Et puis après, si tu as des trucs à dire de spécifiques sur les femmes, mais déjà le monde d'extrême douance, enfin, c'est profonde dégiftig ou ce qu'on peut trouver sur les cartographies qu'il y a sur ton site aussi. Et je trouve même plus de difficultés. Pour moi, la partie la plus stable dans ce monde-là, la partie la plus stable, c'est le THPI. Je trouve plus de variabilité ou d'instabilité dans le monde HPI, qui est encore trop près du monde neurotypique, avec une volonté d'identification qui est pas singularisée. Un THPI, il sait qu'il est pas né sur la bonne planète et que ça va merder dès le démarrage. Tu vois, moi j'ai vu des enfants qui disaient, moi j'ai déparentalisé mes parents à 5 ans, ils étaient trop mauvais, donc je leur envoie la responsabilité, je me débrouille. Donc en termes d'adaptabilité sociale, les THPI au-delà, de toute façon, ils vont moins être pris sur la partie épigénétique parce qu'ils sont déjà singularisés dès la naissance. Ah, puis il y a un truc que je réclame depuis des années, parce qu'il va me manquer des vies, c'est que si tu connais des gens qui ont travaillé sur la douance intra-utérine, parce que pour moi, la douance, elle démarre à la conception, pas à la naissance. Et qu'un surdoué qui naît, il a déjà passé une vie, et que je sais pas, j'espère qu'il y a des gens qui travaillent là-dessus, mais la douance, elle est déjà dans la vie intra-utérine, c'est-à-dire que la conception et la problématique et la systémique familiale, le langage est déjà construit, en particulier des aptitudes en vie intra-utérine. En fait, il y a même une pédiatre française qui a fait des travaux très intéressants. C'est Vèvre Douré, probablement tu connais, qui a parlé déjà de la seconde où le bébé sort du ventre de la mère. Il y a un système oculomoteur, donc au niveau axial, qui est déjà mature. Donc, c'est des enfants qui, à la naissance. Pardon? Tu as le nom de cette personne? Catherine, c'est Vèvre Douret. Donc, V-A-I-V-R-E, trait d'union, D-O-U-R-E-T. Elle est pédiatre. Et elle il y a plusieurs articles très, très intéressants où elle a comparé, entre autres, le développement de groupes d'enfants HPI versus la norme, mais c'est que, ouais, c'est super intéressant. Et elle parle, entre autres, de cette maturité axiale, donc oculomotrice, entre autres, dès la naissance. Donc, dès la naissance, on a des bébés qui sont déjà capables de contrôler mieux leur regard, de porter attention. Et donc, évidemment que déjà,
ils sortent du ventre de leur mère et ils absorbent plus leur environnement. Et là, on part comme ça la boucle. Donc, je t'invite effectivement à regarder ces aspects-là. C'est sûr qu'il y a toutes les connaissances qu'on a déjà, sincèrement, sur le fait que quand il y a le biais social qui vient avec le fait d'avoir une intelligence plus élevée, surtout si on parle d'HPI, où en général, les gens, c'est documenté dans la littérature, ils ont des meilleurs revenus socio-économiques, ils vivent plus vieux, vivent plus en santé, ont des meilleures relations de couple plus longtemps, plus bon, tout ça. Fait qu'il y a plein de choses qu'on a dans la littérature. Donc, évidemment, ben, si t'es un parent qui est plus, tu lis plus, tu sais plus quoi manger pendant la grossesse, tu peux mieux manger pendant ta grossesse. Bien, évidemment que le développement du bébé, si tu bois pas d'alcool, si tu fumes pas, si tu manges bien, équilibré, tu prends soin de toi, tu peux aussi prendre congé si tu es stressé ou tu as des pertes sanguines ou il se passe quelque chose. Tu as un congé de maternité aussi qui est plus long. Tu peux stimuler le bébé même à la naissance après. Donc, tu comprends qu'il y a, puis déjà, les mamans plus intelligentes ont tendance à réfléchir la naissance de leur enfant plus selon leurs valeurs, donc à moins subir certaines choses. Donc, donc, je vais juste en nommer quelques-unes, mais tu vois l'impact que ça peut avoir sur, effectivement, le développement du bébé dans le ventre de sa mère. En plus d'avoir la génétique qui est de son bord, ben il y a cette épigénétique qui se produit dès la conception, effectivement. Ouais. Puis là, tu as effectivement toute cette documentation de Vèvre-Douret que je trouve hyper pertinente et intéressante parce que c'est tellement fréquent on voit on aime ça quand les enfants amènent leurs photos de bébé, ils viennent en pyjama, puis ils nous amènent leur livre de bébé, puis on regarde avec eux, puis on apprend à connaître leur famille, puis des fois, tu vois la photo, là, écoute, la maman est à l'hôpital, là, c'est clair, là, le bébé est même pas nettoyé qu'il regarde dans la caméra, c'est fascinant, mais c'est exactement ce qu'elle illustre, cette présence attentionnelle est là dès le début et continue par la suite. Fait que oui, il y a des signes qui sont là, et quand on parle de jaune, donc de HPI, entre autres, ou de THPI, sans double exceptionnalité, donc on parle de jaune et pas de vert, bien sûr que le développement risque de se suivre plus précocement dans plein de domaines et tout ça. Tantôt, tu parlais de langage et je pense que, dis-moi si je me trompe, mais je ne sais pas si on diffère peut-être sur petites choses. Pour moi, pas juste pour moi, je te dirais, pour la façon dont nous, on travaille en étant axés sur les forces, puis en visant le plein potentiel, puis, ben, c'est nous qui sommes différents. C'est nous qui sommes doués ou doublement exceptionnels. Et donc, c'est nous, en étant doués, doublement exceptionnels, hors normes, c'est à nous adapter. C'est à nous à apprendre les forces nécessaires pour atteindre les objectifs et faire ce que nous, on veut faire. On ne peut pas demander à toute une organisation, toute la société d'accélérer le rythme scolaire ou de changer telle chose, ou Puis là, n'oubliez pas, je travaille avec des familles, avec des enfants de tous âges, mais c'est à grand pouvoir, grande responsabilité. Quand on a des super capacités de plein d'affaires, pas sur toutes. Moi, je ne peux pas chanter, muette ou pas muette, en train de muer ou pas, je ne peux pas chanter. Je ne pourrais pas non plus aller aux Jeux olympiques, dans quoi que ce soit. Bon. Mais je sais que je suis intelligente. Bon. Mais ça vient avec de grandes responsabilités envers la société, envers les autres, entre autres. Quand on a compris plus vite en classe, ben qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est égocentrique, puis on dérange tout le monde, puis ou on fait juste lire dans le coin, ou on développe un sens de l'altruisme et de la responsabilité à aider l'autre? J'ai compris, moi. Pourquoi je me refermerais comme une huître, puis j'irais juste lire dans mon coin, ou je dérangerais les autres, puis je les empêcherais d'apprendre? Je pourrais aussi aider. Je pourrais aussi
contribuer à accélérer le rythme, puis développer par la bande toutes ces forces psychologiques et sociales qui peuvent me permettre de faire les grandes choses que je vais vouloir faire à l'âge adulte. Donc, quand on est dans un milieu où on est en misfit, ça se peut que c'est juste pas le bon milieu pour nous. C'est pas de la faute du milieu. Ça se peut que c'est pas le bon milieu pour nous. Mais c'est notre choix d'être là ou pas. Je veux dire, si c'est un milieu toxique, là, que vous soyez doué ou pas, là, twice ou pas, s'il vous plaît, je vais sortir une grande phrase québécoise, sacrez votre camp. Ça, c'est très québécois. Partez, fuyez, allez ailleurs, allez vous sauver, protégez-vous, s'il vous plaît. Bon, puis ça, c'est bon pour tout humain sur la Terre, s'il vous plaît. Ça ne sert à rien d'essayer de changer l'autre. La seule personne sur laquelle on peut agir, c'est soi-même. Maintenant, quand nous, on a des gens qui viennent et qui sont dans la plainte, sont dans le reproche, sont dans... Ben, généralement, on mise sur la responsabilisation de soi. C'est-à-dire, je vais donner un exemple très concret là, pour l'illustrer, mais par exemple, c'est arrivé il n'y a pas si longtemps que j'ai une maman qui vient avec moi, puis elle se plaint de son conjoint qui n'aide pas avec l'organisation familiale complexe de 3 enfants doublement exceptionnels, qui ont des rendez-vous, qui ont des activités sportives et de l'école et bon, tout ça. Et là, elle se plaint que son conjoint n'aide pas beaucoup et il faut développer le potentiel des enfants, puis bon, et tout. Alors moi, bien sûr, je disais, est-ce que quelqu'un t'a obligé d'être avec cet homme-là, juste pour être sûr, parce que là, si t'as été obligé, je veux pas... c'est différent, tu sais. Puis là, à part à rire, on se connaît bien, ben non, tu sais, non, on ne veut pas obliger. Ah, tu l'as choisi. C'est un choix que tu as fait il y a combien d'années, non? 22 ans. Okay. Puis il y a 22 ans, tu as choisi cet homme-là pour avoir tes enfants avec lui, entre autres, là, d'autres choses, mais entre autres, oui. Puis, est-ce que tu as bien choisi? Ah, ben oui, c'est vraiment un bon papa quand il est là, un bon papa. Puis, bon. Puis est-ce que quelqu'un t'a obligé à avoir 3 enfants? Je sais être sûr, tu sais, jamais. Mais non, tu sais, OK. Ben là, comme qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Au sens où personne t'a obligé. C'est un choix. Tu pourrais. Si c'est si lourd que ça, ben, sépare-toi, puis laisse-le gérer une semaine. Tu auras une semaine de congé si on fait une semaine. Je veux dire, tout est possible. Là. C'est comme, personne ne t'oblige à rester là. Et là, elle arrête de parler. OK. Ou, tu sais, désinscris-les d'une activité, là, si t'en as trop, là. Tu sais, puis là, elle dit, ah, OK. Ouais. Non, je suis capable. Effectivement. Mais elle s'est comme responsabilisée, elle, dans ses choix à elle. Elle ne peut pas choisir d'inscrire les enfants, être d'accord pour les inscrire à 3 activités, sachant qu'elle risque de l'avoir sur elle, l'organisation, elle le sait. Son conjoint est avocat dans je ne sais pas quelle affaire, en tout cas, bref, il n'est pas là. Elle le savait. Tu ne peux pas donner à l'autre la responsabilité de ce que tu as fait comme choix non plus. Sinon, on en discute et on en enlève dans l'océan de la famille. Là. Mais je veux dire, donc, moi, quand j'ai des gens qui se plaignent ou qui essayent de changer le milieu, généralement, quand on a tout ce potentiel, qu'on soit HPI, THPI ou TWICE, ben, on a un devoir d'adaptation. Okay? Et quand on n'arrive pas à s'adapter, généralement, c'est parce qu'on n'a pas eu la chance et l'opportunité ou le coach ou la coach qu'il faut des fois pour développer les forces psychologiques et sociales, les deux, là, nécessaires à influencer notre milieu comme on le voudrait. Influencer, là, c'est pas agresser, c'est pas persécuter, c'est pas chialer, c'est pas... Moi, personnellement, les gens chialeux qui se plaignent de tout le monde, ça me tente pas des invités, ça me tente pas des écouter, ça me tente pas des suivre, puis ça me tente pas de changer pour eux autres. Comme, ça me tente pas, j'ai pas le goût.
peux-tu le faire autrement? On a une collègue qui est une femme avec des valeurs environnementales extrêmement enracinées, mais elle nous dit jamais rien, là. Elle est pas. Puis on est très social, très engagé. On vit avec des familles très engagées. On est déjà à un haut niveau d'éco-responsabilité. Elle est là. Mais elle n'essaie pas de nous changer, elle n'essaie pas de nous cultiver ou de nous éduquer ou de nous critiquer ou de nous. Pas du tout. Mais juste sa présence. Le fait qu'elle est socialement là et qu'elle. Ben, quand je la vois arriver avec l'équivalent d'un saran wrap, mais qui est fait en cire d'abeille, moi, je trouve ça intéressant. Je dis, mais qu'est-ce que c'est? Puis là, elle dit, mais regarde, hey, je suis allée m'en chercher. J'ai arrêté d'acheter du saran wrap. Je veux dire, c'est l'influence qu'on peut avoir, c'est pas dans le combat, parce que combat égale un gagnant, un perdant. Si c'est pas la douance qui perd, c'est la norme. Puis la norme va dire, vous nous prenez pour un cave, vous nous trouvez con. Évidemment, parce qu'on est dans le combat, donc il doit y avoir un qui a raison, un qui a tort. Mais non, à quoi ça sert, ça? On habite toutes dans la même terre, sur la même terre, puis on a tous les mêmes objectifs, j'espère, d'améliorer le monde de demain pour tout le monde, s'il vous plaît. Fait que j'aille cette étiquette ou pas, ou que je veux dire, et alors, est-ce qu'on peut juste essayer de comprendre l'autre? Pour que l'autre nous écoute, il faut qu'on l'écoute. Pour que l'autre nous accepte notre influence, il faut accepter la sienne. Puis, en étant plus humain, ben c'est ça qu'on apporte autour de nous. Fait à grand pouvoir, grande responsabilité. Ben quand on a, je répète, de possibles super capacités là, de danser dans ça, ben on peut devenir un super-héros ou un super-vilain. Les méchants dans les films, ils ont des super-pouvoirs, mais ils choisissent de faire le mal avec. Mais ça dépend de plein de facteurs, plein de choses, mais c'est un choix qu'on fait. Qu'est-ce qu'on fait avec? Puis quand on a tout ce potentiel, on a le devoir, à mes yeux, à moi, non seulement de le développer, mais qu'il soit utile, qu'il serve. Et je trouve ça fascinant, tu m'amènes un peu là par tes questions, parce que il y a en ce moment aux États-Unis un autre changement de paradigme. Un paradigme en sciences, vraiment vision de Kuhn, c'est la façon dont une communauté de scientifiques conçoivent quelque chose, voient quelque chose. Donc, c'est le consensus d'une certaine période. Les paradigmes, ça change. Et là, on est dans un immense changement de paradigme en ce qui a trait à la douance. Il y en a eu un dans les années 70-80, je vais expliquer. Donc, la douance a passé de quelque chose de fixe et statique à quelque chose conçu comme développemental. Et là, on est dans un autre changement de paradigme qui a commencé en 2019-2020. Là. On s'entend que je répète, je lis la littérature scientifique comme une télé-réalité. Et donc, il se passe quelque chose de majeur en ce moment. On est en train de passer d'un paradigme de la douance transactionnelle à la douance transformatrice. La douance transactionnelle, c'est vraiment toi, tu es doué, donc tu es un individu doué. Et moi, comme société, je te donne plus de ressources pour développer ton plein potentiel. Tu dois le développer et rendre à la société par des ressources matérielles qui sont à toi, mais qui contribuent par les taxes, les impôts, dans un domaine que la société veut. Bon, et on crée un cercle vicieux qui est individualiste, qui est plus égocentrique, qui est très dans le ici, maintenant, moi, matériel, et ça augmente les inégalités sociales. On est en train de passer vers une douance qui est transformatrice, c'est-à-dire que c'est pas la quantité d'intelligence que tu as, ni toi, individu. Le focus est sur comment tu déploies ton intelligence, peu importe combien tu en as. Qu'est-ce que tu fais avec? C'est ça qui est important. Qu'est-ce que tu fais avec? Est-ce que tu
utilises ton intelligence, peu importe combien t'en as, qui tu es, d'où tu viens, est-ce que tu l'utilises pour chercher activement à être un citoyen engagé qui vise à améliorer le monde de demain pour toute la planète, tout le monde? Ça ne veut pas dire de partir sur un idéalisme intense de fou, de je vais révolutionner. Tu peux si tu veux, là, pas de problème. Mais non, ça veut juste dire de chercher de penser à long terme, de penser aux générations futures, de penser à tout ce qui vient avec et d'être plus responsable. C'est fondé, il y a plein de documents de l'UNESCO super intéressants. Nous, c'est le changement de paradigme qu'on a fait l'an dernier, nos conférences scientifiques de l'année dernière. D'ailleurs, ça fait 4 ans qu'on fait les conférences scientifiques et que les gens nous demandent, pouvez-vous rendre disponible celles de l'année passée, de l'année... Oui, mais tu sais, nous, on est tout le temps en train d'avancer. Fait que moi, là, arrêter puis revenir sur l'année passée, je suis comme, oui, on va le faire. Là, il y a quelqu'un qui s'y est mis, là. Fait que ça va être disponible éventuellement sous peu dans les prochains mois. On va pouvoir avoir accès aux conférences scientifiques des années passées. Et l'an dernier, notre spectacle de fin d'année des conférences scientifiques était sur la douance transformatrice. Et j'ai donné une conférence cette année d'approfondissement au congrès douance qu'on a au Québec à chaque 2 ans sur la douance transformatrice. Et c'était... parce que l'idée principale, puis c'est bon pour tout le monde, pas juste pour les doués, mais c'est au lieu d'être dans l'activité occupationnelle et l'intérêt de, et toi, enfant, je dois te donner la meilleure chose, là, c'est une transaction, là, comme ça, non, c'est, tu as un devoir citoyen et tu vas te terminer. C'est pas de t'occuper puis de développer tes intérêts à toi et de passer un projet pour ça va être le fun. Je sais pas, toi, Fabrice, si tu vis ou si tu as déjà vu quelqu'un vivre au club med de la douance, du genre, toi, au travail, les gens te disent « Hey, aujourd'hui, qu'est-ce que tu as envie de faire? » Ah, tu as terminé, tu as compris, laisse faire la réunion, puis tu pourrais faire un projet personnel, quelque chose qui te tente au travail, let's go, ça. T'aimes jardiner. Ah ouais, fais-moi un PowerPoint sur le jardinage. Là, non, ça marche pas comme ça dans la vie. Okay? Puis là, on part de ça à... C'est pas juste la quantité qui compte, là. C'est la qualité de ce qu'on fait. Si tu as terminé quelque chose, tu dois contribuer à autre chose de plus grand que toi. Et ça enracine notre santé mentale. Ça donne un sens à notre destinée. Ça donne une raison d'être, d'exister, une connexion à l'humanité en général. Okay? Fait qu'au lieu de se sentir seul, on se sent utile, important dans notre capacité. Donc, ça serait les capacités transformationnelles qui qualifieraient la nature de la douance? Oui. Donc, on parle d'une douance transformatrice et pas transformationnelle, tu vois. On parle de langage, je pense qu'on a l'air d'avoir la même obsession sympathique et très bonne, je trouve, des mots. La douance transformation, le mot en anglais, c'est transformational, mais en français, le bon mot, c'est transformatrice. Si tu cherches vraiment dans les définitions, c'est vraiment une douance qui permet de transformer quelque chose en d'autres choses, de mieux, de meilleur. Donc, c'est pas juste... c'est une bulle qu'on a eue cette année. Fait que c'est vraiment la douance transformatrice en français qui est le bon mot à utiliser. Ouais. Pardon, j'ai plein de bulles de savon. C'est-à-dire que... Ça aussi, on pourrait en parler longtemps. Nous, on a fait le mouvement là, l'an dernier, fait que ça fait comme 2 ans qu'on est là-dedans. Puis comme je te dis, je donne des conférences, je donnais des colloques, des choses, puis on en parle régulièrement. Mais c'est vraiment un changement d'action, d'orientation de nos actions. C'est quand tu as un client qui se plaint ou qui est devant toi ou un enfant ou peu importe, ben, c'est long, je m'ennuie. OK, tu as fini plus tôt. Génial. Ben, qu'est-ce que tu vas... Comment tu vas aider? Qu'est-ce que tu vas... C'est pas de jouer le mini-prof ou d'être... C'est plus que ça, c'est comment tu vas contribuer, toi, à avoir un bug dans ta société. Ça peut être ton école, ta classe. Qu'est-ce que tu aimerais améliorer? Et là, on développe des enfants qui, très tôt,
Puis nous, c'est ça qu'on fait, c'est tellement beau, là. On a des enfants qui développent déjà un sentiment qui sont importants et qui sont capables d'agir à une échelle de la classe, là, ou de 3-4 bureaux au début, mais qui ont un pouvoir d'agir. Fait que quand ils font face à tous les changements climatiques, ou je veux dire, écoute, l'éco-anxiété, depuis qu'on a fait ce changement de paradigme-là au CIDDT, l'éco-anxiété nous inquiétait parce que c'était énorme, ça montait. Puis là, sincèrement, on n'en parle plus. Parce que là, les gens peuvent se sentir plus déjà en action dans ce sens-là. Fait que si tu veux regarder au niveau de, entre autres, l'UNESCO, un document qui s'appelle « Apprendre, enseigner l'engagement transformatif ». C'est vraiment une base exceptionnelle sur laquelle travailler. C'est dans le même paradigme. Fait que tu peux regarder ça si tu veux. Puis sinon, ben, comme je te dis, on va rendre les conférences disponibles l'an prochain. Puis des fois, le colloque douance auquel j'ai contribué aussi, je pourrais même t'envoyer le PowerPoint parce qu'ils le rendent public. Puis moi, ça me fait super plaisir. Fait que tiens, dans la liste. Avec plaisir.